L'Indo-Pacifique est le foyer de tensions croissantes, de conflits territoriaux et est un combat acharné pour la suprématie. Dans un coin se trouve la Chine, un pays cherchant à devenir une superpuissance mondiale en étendant agressivement son influence à travers l'Indo-Pacifique et au-delà. Avec son renforcement militaire, ses revendications étendues connant sur la mer de Chine méridionale et sa volonté inébranlable de contrôler Taïwan, la Chine veut clairement réécrire les règles, défiant quiconque ose s'opposer à elle. Mais malheureusement pour la Chine, le pays qui se dresse de plus en plus sur son chemin est une véritable superpuissance que aucun autre pays ne peut facilement défier. Les États-Unis n'ont peut-être pas les mêmes avantages géographiques, militaires, et le soutien dont la Chine bénéficie dans la région. Mais ce que les États-Unis ont, c'est un avantage technologique et une innovation navale inégalée, qui peuvent projeter le pouvoir sur de vastes distances, avec une précision et une létalité sans pareille. Et au cœur de cet arsenal innovant, l'United States Ship Louis B. Puller, un navire extraordinaire qui pourrait décider à lui seul de la guerre navale entre les États-Unis et la Chine. C'est pourquoi la Chine, malgré sa puissance et son ambition, craint ce navire. Mais qu'est-ce qui fait de l'United States Ship Louis B? Quels sont les objectifs et l'impact du pacte Australia, United Kingdom, United States dans la région Indo-Pacifique? Continuez à regarder pour le découvrir. Malgré une présence américaine antérieure dans l'Indo-Pacifique, la Seconde Guerre mondiale a été un tournant décisif dans leur approche stratégique de la région. Pour mener ces grandes campagnes militaires contre le Japon dans le Pacifique, les États-Unis ont construit une piste d'atterrissage sur l'île de Canton, aujourd'hui partie de l'île de Kiribati, à environ 1900 miles au sud d'Hawaï. En tant que plaque tournante clé pour le ravitaillement et la préparation des vols transpacifiques, l'aérodrome était essentiel pour empêcher les nations alliées dans le Pacifique d'être encerclées ou isolées par les forces ennemies. Mais ensuite, la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, et les États-Unis. Pendant la guerre froide, leur attention s'est progressivement détournée du Pacifique et des îles, se concentrant plutôt sur l'Europe et d'autres priorités mondiales. Ce changement a entraîné une négligence stratégique dans la région, la politique étrangère américaine se focalisant sur d'autres fronts. Au fil des décennies, ce manque d'attention soutenue a créé un vide que la Chine a été désireuse d'exploiter, renforçant son influence par des investissements, des manœuvres politiques et des partenariats stratégiques. L'exemple parfait de cela, la piste d'atterrissage bâtie par les États-Unis d'Amérique à Kiribati qu'on vient d'évoquer. Environ 8 décennies après sa construction, c'est la Chine qui veut en prendre le contrôle et la restaurer à pleine fonctionnalité. Bien que le gouvernement de Kiribati affirme que cette piste d'atterrissage de 2000 mètres sera uniquement utilisée à des fins civiles pour améliorer les liaisons de transport et stimuler le tourisme, sa proximité relative avec Hawaï en fait un atout potentiel pour les opérations de renseignement militaire. La situation à Kiribati souligne les défis plus larges auxquels les États-Unis sont confrontés, doivent faire face dans l'Indo-Pacifique. Son influence historique est de plus en plus contestée par l'expansion assertive de la Chine. Si cette expansion persiste sans entrave, la Chine pourrait très bien saper la sécurité régionale et rapprocher l'armée de libération du peuple des États-Unis. Territoire que jamais. Gardons cela à l'esprit en abordant les principaux défis que la Chine pose dans la région pour comprendre le rôle du United States Ship Louis B. Puller fait partie de la réponse stratégique. Le principal problème des États-Unis dans l'Indo-Pacifique est la présence militaire croissante de la Chine dans les îles du Pacifique, notamment Kiribati et les îles Salomon. Pékin conclut des pactes de sécurité avec ces nations, lui permettant de déployer du personnel militaire et de la police chinoise sur leur territoire. Mais pourquoi cela importe-t-il? Eh bien c'est simple. La présence de troupes et de police chinoises dans un lieu stratégique pourrait faire perdre aux États-Unis l'accès à ce lieu et aux infrastructures critiques qu'il contient. La Chine a influencé les nations de l'Indo-Pacifique pour qu'elles la rejoignent, tant physiquement que diplomatiquement. Pékin a convaincu plusieurs nations de la région, dont Nauru et les îles Salomon, de reconnaître diplomatiquement la Chine plutôt que Taïwan. Le but? Isoler davantage Taïwan et saper le soutien des États-Unis pour l'île. Le but ultime est d'éroder la position diplomatique et la stabilité des États-Unis dans les îles du Pacifique et de placer Taïwan sous le contrôle chinois. La Chine cherche à renforcer son influence dans l'Indo-Pacifique par le biais d'investissements économiques et d'infrastructures. Elle a lancé des projets dans la région, comme l'approvisionnement en eau à Tonga, et l'infrastructure portuaire aux Fidji, positionnée stratégiquement pour sécuriser l'influence, faciliter l'accès militaire et défier la dominance américaine. Vu l'agressivité de la Chine dans la poursuite de ses objectifs régionaux et internationaux, cherchant à remodeler l'ordre mondial, un conflit direct sino-américain ne peut être exclu. En fait, les tensions croissantes et la compétition stratégique rendent presque inévitable un tel affrontement. Vous pourriez penser que la Chine n'aurait aucune chance en cas de conflit. Après tout, les États-Unis se vantent de capacités militaires inégalées, de forces économiques et d'alliances mondiales. Comment la Chine pourrait-elle éventuellement faire concurrence?
Malheureusement, les choses sont plus compliquées. Dans la région même où ce conflit aurait lieu, l'Indo-Pacifique, presque tout est ça contre les États-Unis, rendant la logistique d'un éventuel conflit rien de moins qu'un cauchemar. Comment ça? Eh bien, voyons voir. De quoi avez-vous besoin pour un conflit réussi en termes de logistique? Avant tout, vous avez besoin d'un réseau de bases militaires hautement connectées. Prenons l'exemple de la guerre froide avec les États-Unis. Prévoyaient une confrontation avec leur ennemi numéro 1, l'Union soviétique. Ils ont donc établi un vaste réseau de bases militaires reliées par autoroute, s'étendant de l'Italie à l'Allemagne. Ces bases ont servi de point d'appui logistique crucial pour les opérations militaires américaines dans les plaines du nord de l'Europe, théâtre principal de l'époque. Mais les plaines du nord de l'Europe couvrent une superficie à peu près équivalente à la moitié de celle des États-Unis contigus, qui occupent environ 3 millions de miles carrés. L'océan Pacifique, en revanche, couvre environ 60 millions de miles carrés. Cela représente près d'un tiers de la surface terrestre. Donc, même si l'armée américaine a des bases dans le Pacifique, cette région est si vaste que les bases sont trop éloignées les unes des autres et des points chauds potentiels de conflit. Parmi les 400 bases militaires américaines dans le Pacifique, les plus proches des principales zones de conflit se trouvent au Japon, en Corée du Sud et aux Philippines. Le Japon, à lui seul, abrite 120 bases actives, ce qui en fait le pays avec le plus grand nombre de bases américaines dans le monde, suivi de l'Allemagne avec 119 et de la Corée du Sud avec 73. Environ 70% des bases au Japon se trouvent à Okinawa, et ses environs, une région stratégiquement vitale en raison de sa proximité avec des points chauds potentiels comme Taïwan et la péninsule coréenne. Bien que toutes ces bases occupent environ 77 000 acres du Japon, il est important de noter que toutes ne sont pas des installations militaires à part entière. Certaines de ces bases ne sont que des sites à antenne unique. Les bases militaires les plus proches des points chauds potentiels dans l'Indo-Pacifique sont les bases sur les îles américaines comme Hawaï et Guam, mais leur éloignement des zones de conflit potentielles n'est pas le seul problème. Lorsque les États-Unis ont commencé à remodeler leurs forces militaires pour faire face aux menaces croissantes dans la région, Guam était en état de délabrement sévère. L'infrastructure de l'île, routes, approvisionnement en eau, système électrique, quais et pistes d'atterrissage nécessitaient des réparations et une modernisation urgente. Bien que les États-Unis aient depuis fortement investi à Guam, avec seulement l'infrastructure recevant 152 millions de dollars, l'ampleur des réparations et des améliorations signifie que les progrès sont encore lents. Les bases militaires américaines, les plus avancées et équipées du Pacifique, suivent le modèle de celles du continent, comme en Californie et à Washington. Ces bases bénéficient d'une infrastructure de pointe, de systèmes de soutien étendus et d'un accès direct à des technologies avancées et à des réseaux logistiques. Malgré les capacités supérieures et la préparation optimale des bases continentales, leur éloignement du théâtre indo-pacifique les rend moins directement impliqués dans les opérations régionales immédiates. Donc en gros, il y a un trilemme de bases militaires du Pacifique. Le trilemme implique l'équilibre entre 3 facteurs critiques: capacité, proximité et infrastructure. Les bases au Japon et en Corée du Sud, les plus proches des zones de conflit potentiels, peuvent réagir rapidement malgré les contraintes de ressources et l'opposition locale. Les bases américaines sur le continent ont une meilleure infrastructure et technologie, mais sont à des milliers de kilomètres des zones sensibles de l'Indo-Pacifique telles que la mer de Chine orientale, la Corée, la mer de Chine méridionale et Taïwan. Les bases éloignées comme Guam ont une importance stratégique, mais leurs installations obsolètes compliquent leur efficacité. À partir de cela, vous pouvez probablement comprendre pourquoi la tyrannie de la distance a été identifiée comme l'un des plus grands défis, sinon le plus grand, stratégie militaire américain dans le Pacifique. Les mathématiques sont simples. Plus la force militaire doit être projetée loin, plus l'opération devient complexe et gourmande en ressources, surtout quand la distance n'est pas un défi pour l'adversaire. Mais comme mentionné, la Chine n'a pas seulement la géographie en sa faveur. Elle dispose également de nombreuses alliances régionales, autre prérequis logistique pour la guerre, qui renforce sa position stratégique tout en compliquant le calcul stratégique des États-Unis. C'est pourquoi le navire de la garde côtière américaine, l'United States Coast Guard Cutter Oliver Henry, s'est vu refuser le ravitaillement aux îles Salomon en août 2022. Et pourquoi l'United States Cutter Juniper n'a pas été autorisé à accoster au port de Vanuatu à la même fin en janvier 2023. Les gouvernements de ces pays peuvent qualifier ces incidents de maladresse bureaucratique autant qu'ils le souhaitent, mais le moment et la nature de ces refus ne confirment qu'une chose: la Chine étend son influence dans le Pacifique. Par conséquent, même certains alliés des États-Unis en Asie du Sud et du Sud-Est évitent de s'opposer ouvertement à la Chine aux côtés des Américains.
La Chine détient également d'autres éléments essentiels à la logistique de guerre. La Chine possède des chaînes d'approvisionnement efficaces, de nombreux centres de commandement et de contrôle, des réseaux de transport complexes, ainsi que des systèmes d'entretien et de réparation réguliers pour l'équipement militaire. Les États-Unis, en revanche, sont laissés à eux-mêmes dans la région, même avec toutes les alliances stratégiques cruciales dans l'Indo-Pacifique. Les États-Unis supportent, généralement, le poids des responsabilités de défense au sein de ces alliances. Donc pour maintenir une préparation opérationnelle dans la région, ils devaient le faire seuls. Toutefois, les solutions logistiques classiques, telles le transport maritime, sont simplement inenvisageables dans ce cas. Pas quand il y a la menace des missiles balistiques ennemis, l'influence croissante de la Chine qui projette une longue ombre dans la région, et la tyrannie de la distance. Pour cette raison, les États-Unis ont développé des bases maritimes expéditionnaires, BMES. En résumé, les bases maritimes expéditionnaires sont des bases militaires flottantes, différentes des navires de guerre traditionnels. Ce sont des plateformes mobiles, conçues pour soutenir diverses opérations militaires, en mettant l'accent sur la logistique, tout en évitant les zones de combat directes. Ces bases permettront aux États-Unis de projeter leur puissance et de maintenir des opérations dans des zones contestées sans dépendre de bases terrestres vulnérables ou de chaînes logistiques classiques. Donc, vous avez vos porte-avions, qui agissent comme une base aérienne en mer. Il y a aussi des navires amphibies, ressemblant à des ports mobiles. Et ensuite, vous avez les bases maritimes expéditionnaires, qui peuvent être comparées à un garage, avec une piste d'atterrissage en mer, un garage flottant de 650 millions de dollars. En tant que tel, les navires des bases maritimes expéditionnaires sont principalement conçus pour soutenir des missions de faible intensité, permettant à la marine américaine de réaffecter les navires de combat de surface et les navires de guerre amphibies de plus grande valeur à des missions opérationnelles plus exigeantes. Mais ne confondez pas faible intensité et faible importance. Bien que les bases maritimes expéditionnaires ne soient pas construites pour le combat en première ligne, leur rôle est crucial pour soutenir les opérations à long terme. En soutenant des missions telles que le déminage, les opérations spéciales, les lancements de drones, le ravitaillement et la maintenance, ils permettent que des tâches de haute intensité se déroulent. Comme vous pouvez probablement le deviner maintenant, le United States Ship Lewis B. Puller est l'un de ces navires qui changent la donne. Alors apprenons tout à son sujet. L'United States Ship Lewis B. Puller est le premier navire des bases maritimes expéditionnaires, construit spécifiquement pour la marine américaine. Le deuxième navire, nommé en l'honneur du lieutenant-général Lewis Chesty Puller, après le Marine. Le lieutenant-général Puller est l'un des Marines les plus décorés de l'histoire américaine, ayant reçu 5 croix de la marine et une croix du service distingué pendant ses 37 années de service. Il a reçu sa 5e croix de la marine, pour la bataille du réservoir de Chosin, en 1950 pendant la guerre de Corée. La citation de la récompense, soulignant sa détermination inébranlable qui lui a permis d'assurer le bon emploi tactique des troupes, de maintenir ouvertes les principales voies d'approvisionnement, de superviser l'évacuation rapide de toutes les victimes, et d'assurer la sécurité de beaucoup de matériel précieux qui aurait sinon été perdu pour l'ennemi. Le deuxième navire de la marine américaine portant son nom est l'United States Ship Lewis B, un fait intéressant. Puller incarne l'héritage de résilience et de flexibilité opérationnelle du lieutenant-général Puller. L'United States Ship Lewis B. Puller, commandé en février, 2012 a été livré en juin, 2015 est mis en service en août, 2017 au port de Khalifa bin Salman à Al-Hid, Bahreïn, devenant le premier navire construit aux États-Unis à être mis en service hors du pays. Auparavant, le préfixe du navire est passé de United States Naval Ship, USNS, à United States Ship, USS. La raison de ce changement réside dans la loi sur les conflits armés, qui stipule que les navires en opération de combat active doivent être désignés comme United States Ship pour refléter leur état de préparation au combat. La classification de la coque du navire a également changé de T-Base Maritimes Expéditionnaires, 3 à Base Maritimes Expéditionnaires, 3 pour indiquer qu'il sera armé par des marins de la marine américaine, plutôt que par des marins civils. L'United States Ship Lewis B. Puller, premier navire échelle stratégique de Bruyère construit spécifiquement, et sans surprise le navire de tête aux États-Unis, de la classe de navires échelle stratégique de Bruyère de la marine. Cette classe comprend 5 autres navires, l'United States Ship Herschel Woody Williams, l'United States Ship Miguel Keefe, l'United States Ship John L. Kenley, l'United States Ship Robert E. Simenac, l'United States Ship Hector A. Cafarata Jr. Le Canley a été le dernier des 3 premiers navires déployés en février, 2024 les 2 derniers, étant encore en construction. Lorsque le leader parmi ces navires, l'United States Ship Puller, était en cours de commission, l'ancien commandant des forces navales du commandement central, le vice-amiral Kevin M.
Dungan l'a décrit comme un concept révolutionnaire. Ces mots étaient « Le Puller n'est pas juste un autre navire, mais un concept révolutionnaire. Un navire qui nous fournit une plateforme clé qui assurera la continuité d'une variété d'opérations. Explorons cette plateforme et les opérations qu'elle prend en charge. » Il n'y a aucun doute à ce sujet, United States Ship Lewis B. Puller est unique en tous sens du terme. Il en va de même pour sa silhouette, qui se distingue par sa coque à fond plat et son vaste pont d'envol, qui lui donne l'apparence d'un parking flottant. Le design initial était basé sur la coque du pétrolier civil de classe Alaska, ce qui a permis la marine américaine de maintenir les coûts relativement bas par rapport à d'autres navires entièrement improvisés. Pour comparaison, un navire de guerre amphibie de classe San Antonio coûte environ 2 milliards, tandis qu'un échelle stratégique de bruyère comme le Puller peut être construit pour environ 650 millions de dollars. General Dynamics National Steel and Shipbuilding Company a créé le Puller en retirant la section centrale d'un pétrolier de classe Alaska et en y ajoutant un pont d'envol. Mais le pont d'envol spacieux n'est qu'une des principales capacités du Puller. Le navire possède des installations aéronautiques, des ressources de commandement et de contrôle, un pont de mission et un grand espace pour l'équipage et le matériel. Un aperçu de toutes ces capacités rend parfaitement clair pourquoi la Chine a peur de ce navire. La caractéristique la plus marquante de le United States Ship Lewis B. Puller est son immense pont d'envol. De quelle ampleur parlons-nous exactement? Le pont du Puller est d'environ la taille d'un terrain de football, ce qui en fait le 3e plus grand de l'inventaire de la marine américaine, derrière les porte-avions et les navires d'assaut amphibies, dont les ponts s'étendent généralement sur plus de 3 terrains de football. Ce pont, qui représente près de la moitié du navire de 232,9 mètres, est assez grand pour atterrir des avions de transport, tels que le MV-22 Osprey principal avion de soutien d'assaut des États-Unis, Corps des Marines, et le CH-53 Super Stallion, l'hélicoptère de levage lourd principal du Corps des Marines. Il y a de la place pour 4 CH-53 et 2 MH-53 au total, pour atterrir simultanément, ce qui améliore considérablement la flexibilité opérationnelle et la capacité du Puller à soutenir diverses missions. Les premiers avions utiliseraient les 4 points d'atterrissage à voilure tournante, les 2 derniers pouvant être logés dans un espace de pont supplémentaire. Une variété d'autres hélicoptères peut également utiliser l'United States Ship Lewis B. Le pont du Puller de l'United States Ship Lewis B peut accueillir des hélicoptères, allant du petit Bell AH-1 Cobra au grand Boeing CH-47. Le seul avion que vous ne verrez jamais sur une base de maritimes expéditionnaire comme le Puller est le chasseur F-35B, décollage court et atterrissage vertical car la chaleur de son échappement pourrait endommager le pont. Mais les hélicoptères ne sont pas les seuls équipements militaires présents sur le Puller. Ce navire extraordinaire facilite aussi le lancement, l'opération et la récupération de différents véhicules aériens sans pilote. Le véhicule aérien de surveillance et de reconnaissance Boeing In-Situ Scan Eagle et le drone Aerosonder System d'aéronefs sans pilote avec capacité de mission multiple ne sont que quelques exemples. Ces véhicules aériens sans pilote étendent la portée opérationnelle du remorqueur en fournissant des renseignements et une surveillance en temps réel, ainsi qu'en soutenant les missions de reconnaissance et en améliorant la conscience situationnelle. Grâce au pont d'envol spacieux, des essaims entiers de drones peuvent être lancés et récupérés simultanément, faisant du Puller un centre de commandement mobile, projetant puissance et précision à travers de vastes étendues de l'Indo-Pacifique. En parlant de centre de commandement, United States Ship Lewis B. Puller se vante de capacités de commandement et de contrôle plutôt impressionnantes. Avec plus de 2 MW d'énergie en surplus, jusqu'à 40 bureaux, et beaucoup d'espace pour la fusion d'informations, il peut servir de centre pour coordonner des opérations complexes et intégrer des données en temps réel provenant de plusieurs sources. En plus de stocker et de traiter d'énormes quantités de données, ce navire a les capacités nécessaires pour garder ces données privées, ce qui est essentiel pour maintenir la sécurité opérationnelle et garantir que les informations sensibles restent sécurisées face à d'éventuels adversaires. Ces capacités deviennent encore plus cruciales lorsque l'adversaire en question est la Chine, un pays connu pour ses capacités cybernétiques sophistiquées. La prochaine caractéristique de l'United States Ship Lewis B. Puller qui mérite l'attention et ses installations d'aviation avancées. En plus de l'héliport mentionné précédemment, ce navire est doté d'un hangar offrant un espace ample pour le stockage et la maintenance des aéronefs. Le hangar est conçu pour accueillir diverses ressources aéronautiques, les maintenant dans des conditions optimales et prêtes à un déploiement rapide. Étant donné la fréquence à laquelle les mots massifs et spacieux ont été utilisés pour décrire ce navire, il n'est pas surprenant que l'United States Ship Lewis B. Puller offre aussi un grand espace pour l'équipage et les fournitures, un aspect essentiel du navire. Ce navire peut accueillir jusqu'à 298 membres d'équipage, dont des équipes d'opérations spéciales, pour soutenir la mission.
Un équipage base maritime expéditionnaire typique se compose de 44 personnels du commandement du transport maritime militaire et de 100 un personnel de soutien militaire, laissant beaucoup d'espace pour des rôles spécialisés et des besoins opérationnels. L'équipage militaire de ce navire fonctionne en rotation, avec les équipages bleus et or alternant sur la coque tous les 5 mois. Ces noms de couleurs ont été introduits à l'origine pour les États-Unis. Les sous-marins américains de la guerre froide sont désormais utilisés sur diverses plateformes navales. Ce système de rotation d'équipage permet aux navires de rester déployés et d'opérer plus longtemps dans des zones dangereuses. Les fournitures peuvent être stockées au-dessus et sous le pont. Les capacités précédentes permettant de stocker sur le pont l'équipement lié à la mission, y compris jusqu'à 4 traîneaux hydroptères de déminage MK-105. Ce dernier fait référence à environ 82 385 mètres carrés d'espace de pont de mission en dessous, incluant un magasin de stockage d'armement, des installations de ravitaillement en cours de route et une zone pour installer de l'équipement de mission conteneurisé, et manipuler des bateaux à coque rigide, pouvant être lancés depuis le Puller. Voici un bref résumé d'autres faits importants à connaître sur l'United States Ship Louis B. Puller, avant d'aborder ses actions en service. La vitesse maximale du Puller est de 15 nœuds, tandis que sa portée opérationnelle est de 9500 milles nautiques. Entièrement chargé, ce navire déplace environ 90 000 tonnes longues, ce qui lui confère la masse substantielle et la stabilité nécessaires pour des opérations soutenues dans divers environnements maritimes. Le Puller peut être équipé de 12 stations pour monter des mitrailleuses de gros calibre. Après avoir examiné les spécifications impressionnantes, voyons comment cette combinaison unique de capacités se traduit en performance et efficacité dans le monde réel. Après avoir été mis en service en août 2017, le United States Ship Louis B. Puller a pris part à plusieurs opérations majeures en mer d'Arabie. Au début, ce navire n'était impliqué que dans des exercices militaires. L'Alligator Dagger en 2017, le déploiement d'un détachement de l'escadron de contre-mesures de mines par hélicoptère 15 pour une formation en 2018, et des qualifications d'atterrissage sur le pont pour l'armée américaine. Des hélicoptères d'attaque AH-64 Apache de l'armée en 2020. C'est en 2022 que le premier déploiement opérationnel notable de l'United States Ship Louis B. a eu lieu. En décembre de cette année-là, l'équipage à bord du Puller a intercepté et abordé le chalutier apatride dans le golfe d'Oman, saisissant 7000 fusibles de proximité pour roquettes, plus de 2100 kg de propulseurs pour lancer des grenades propulsées par roquettes, et des munitions, y compris plus d'1 million de cartouches AK-47. Les 50 tonnes d'armes et de munitions étaient apparemment acheminées aux Houthis au Yémen par l'Iran, mais ces dernières ont finalement été utilisées comme aide militaire pour l'Ukraine après la saisie. Après que les Houthis ont attaqué des navires commerciaux en mer Rouge en novembre 2023, le Puller a été déployé en mer d'Arabie pour soutenir les opérations maritimes dans la région. En janvier 2024, le navire a servi de plateforme pour la mission des marines mer, air et terre qui a saisi des composants de missiles balistiques et de croisières iraniens, apparemment destinés aux rebelles Houthis. Les marines mer, air et terre ont lancé depuis le Puller une mission nommée Visite, Embarquement, Recherche et Saisie, et ils l'ont accomplie avec succès. Ils ont approché le navire au large de la Somalie, embarqué l'équipage, fouillé les soutes, saisi les armes trouvées et détenu l'équipage. En septembre 2024, le United States Ship Louis B. Puller reste dans le golfe Persique, attendant sa prochaine mission. Disons que la mission en question implique de tenir tête à la Chine. Comment l'United States Ship Louis B. Puller pourrait-il aider au mieux les États-Unis à surpasser ce rival dans l'Indo-Pacifique ? Dès sa conception, ce navire a été pensé pour la logistique d'un conflit dans le Pacifique. Selon le vice-amiral Donegan, cette base maritime d'expédition permet à la marine et au corps des Marines de faire face directement aux menaces asymétriques, croissantes et en constante évolution dans la région. Le Puller a été conçu pour être plus polyvalent et performant que les navires de guerre précédents à travers le monde. Ainsi, ce navire peut être équipé d'installations de soutien pour une gamme d'opérations, y compris des missions de force spéciales, des opérations de lutte contre la piraterie, des opérations de sécurité maritime, le déminage, et des missions d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe. Ces missions complètent les capacités natives du Puller, comme le renseignement, la surveillance, la reconnaissance et les opérations de commandement et de contrôle. Grâce à ses capacités modulaires de commandement et de contrôle, le Puller est aussi un atout précieux pour maintenir la conscience situationnelle et partager des informations. En cas de conflit avec la Chine, presque tous les actifs militaires, le renseignement et les opérations complexes dans l'Indo-Pacifique pourraient être coordonnés avec succès en temps réel depuis ce navire unique.
L'United States Ship Louis B. Puller pourrait aussi servir à l'évacuation médicale et au renforcement, en faisant une plateforme cruciale pour appuyer les opérations et assurer une réponse rapide. Cependant, malgré la tyrannie de la distance, le rôle du Puller en tant que nœud logistique serait déterminant dans un conflit entre les États-Unis et la Chine. Selon certaines estimations, les bases maritimes expéditionnaires comme le Puller peuvent stocker plus de 11 millions de gallons de cargaison, pouvant être distribués aux troupes à terre ou utilisés pour ravitailler diverses plateformes en mer. Pour saisir l'ampleur de cette capacité, il suffit de savoir que les navires d'assaut amphibies, comme le United States Ship America, ne peuvent transporter qu'1 million de gallons de carburant. Même les porte-avions de classe Nimitz, qui sont essentiellement d'énormes villes en mer, ne peuvent transporter que 3,5 millions de gallons de carburant. Techniquement, cela signifie qu'un seul base maritime expéditionnaire comme le Puller pourrait ravitailler une flotte entière de porte-avions ou un grand nombre de destroyers, fournissant un soutien logistique sans précédent dans des opérations navales prolongées. Mais disons que le Puller ne transporte pas que du carburant cargo. L'immense espace de cargaison du navire permettrait de transporter des ressources vitales aux troupes américaines dans l'Indo-Pacifique, empêchant la Chine de couper leurs lignes d'approvisionnement. Le meilleur ? Ces fournitures pourraient non seulement être stockées sur le Puller, mais aussi acheminées directement aux troupes au sol grâce aux nombreux hélicoptères que le navire peut accueillir. C'est indubitablement révolutionnaire, car l'océan Pacifique est bien trop vaste et manque d'infrastructures terrestres américaines pour qu'une autre logistique soit efficace ou résiliente. Si les troupes utilisaient des ports terrestres ou des aéroports, la Chine pourrait facilement les cibler et les bombarder, perturbant les lignes d'approvisionnement. Mais la même chose ne peut pas être faite avec des hélicoptères. Ces avions livrent efficacement des fournitures sans nécessité d'infrastructures importantes. Pièces de rechange, carburant, munitions, nourriture, eau, tout ce dont les troupes américaines avaient besoin. Le tireur pouvait livrer rapidement par hélicoptère, assurant une capacité opérationnelle continue et renforçant la présence des États-Unis à travers la région. L'eau est d'une importance particulière, comme l'ont montré les exercices récents aux Philippines, qu'un marin moyen utilise 20 gallons d'eau par jour pour l'hydratation, l'hygiène et d'autres besoins essentiels. Grâce au système de dessalement à bord du Puller, le navire pourrait transporter suffisamment d'eau pour soutenir des centaines de troupes pendant de longues périodes, ce qui en fait une ligne de vie vitale dans les zones reculées ou contestées. En somme, l'United States Ship Louis B. Puller pourrait régler la plupart des problèmes logistiques des États-Unis, pourrait rencontrer dans une éventuelle guerre avec la Chine dans l'Indo-Pacifique. Pas de bases militaires à proximité ? Le Puller peut livrer des fournitures essentielles aux troupes sur le terrain, grâce à ses importantes installations d'hélicoptères. Accès interdit au port pour le ravitaillement. Le Puller peut ravitailler les plateformes maritimes en mer grâce à sa grande capacité de chargement, permettant aux actifs navals critiques de rester opérationnels même s'ils ne peuvent pas accoster dans les stations traditionnelles. Zones éloignées ou contestées. Le Puller peut opérer et livrer des fournitures depuis sa base flottante, assurant un soutien même dans les lieux les plus reculés. Menace pour les infrastructures terrestres, mais aisément contournable. La mobilité et l'autosuffisance du Puller lui permettent de maintenir la continuité opérationnelle en contournant les voies d'approvisionnement terrestre vulnérables. En termes simples, le Puller est une centrale logistique polyvalente, capable de combler les lacunes, de soutenir les forces, et de maintenir la préparation opérationnelle des États-Unis face à tout défi posé par le vaste et complexe théâtre de l'Indo-Pacifique. C'est pourquoi la Chine le craint tant. Que pensez-vous ? La Chine pourrait-elle trouver un moyen de contrer les avantages du Puller, ou est-ce que l'extraordinaire marine américaine mènera-t-elle les États-Unis à la victoire dans tous les scénarios ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Allez maintenant voir Le Japon choque la Chine en révélant 5 armes jamais vues auparavant, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.